Dans le sport et encore plus dans les sports de combat, il y a le champion et l'entraîneur. Comme Cus D'Amato avec Mike Tyson ou encore Frank Chambili avec Teddy Riner, il y a dans le MMA en France Fernand Lopez, l'entraîneur entre autres de Cyril Gane, star française du MMA et de l'UFC. Et justement à l'occasion de l'UFC Paris le 3 septembre, je reçois Fernand Lopez pour évoquer sa carrière, le MMA, l'UFC, tous ses champions et bien d'autres sujets. Bienvenue dans le podcast L'Arène, c'est l'épisode 37. Alors, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Bonjour Saïd, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va tout doucement. Alors, dans les grandes lignes, pour le grand public, tu es connu pour être l'entraîneur de Cyril Gane, le combattant français de MMA, mais pas que. Tu as été ancien combattant tout d'abord, tu es le fondateur de la MMA Factory, cofondateur de la Ligue Ares. Jusqu'ici, je ne me suis pas trompé normalement. Non, tu es pas mal. Et puis, je n'ai aucun doute sur tes connaissances sur le milieu. Je pense que tu es l'un des experts journalistes dans le milieu. Donc, c'est un honneur d'être là et de discuter avec toi. Et tu es assez précis sur ce que tu dis. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, comment le petit gamin du Cameroun est devenu l'un des meilleurs entraîneurs de France et du monde? C'est gentil, ce sont des gentils mots utilisés. Je ne suis pas sûr de l'être, mais en tout cas, je suis devenu entraîneur par passion, beaucoup d'amour, beaucoup de passion de ce que je fais comme métier. J'ai décidé de devenir entraîneur à un moment donné parce que j'avais l'impression autour de moi que mes collègues dans ma salle de sport où je faisais le MMA appréciaient ma pédagogie, mon andragogie, pour être beaucoup plus précis. Mais au final, je me suis pris de passion. Je suis tombé amoureux de mon métier. Et c'est fou ce que je dis là, mais on dirait que ce sont des belles paroles ou une belle phrase et tout, mais c'est vraiment l'amour qui fait que ça dure, parce que ça fait longtemps, ça dure, ça ne change pas, malgré des moments assez difficiles comme dans chaque métier, mais il y a cette passion qui maintient là, le fait que j'ai envie d'aller d'apprendre des autres entraîneurs, de devenir un meilleur entraîneur tous les jours, d'apprendre de mes élèves, d'avoir ce rapport entraîneur-entraîné qui est assez bien. Donc, ouais, je pense que la réponse n'est pas plus magique que ça. C'est que j'ai été plus patient par le sport de combat et puis j'ai découvert le MMA et je suis devenu un entraîneur passionné, c'est tout. Et quand tu étais jeune, est-ce que tu as commencé directement dans les sports de combat? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé, oui, sportivement parlant, j'ai commencé par le sport de combat, par le judo, ensuite la lutte, le taekwondo, ensuite un sport de combat collectif, le rugby. Ensuite, et puis fini, j'ai découvert ça. J'ai découvert le MMA beaucoup plus tard, il y a une dizaine d'années en France, alors que moi j'ai grandi au Cameroun. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le MMA et à partir de ce moment-là, je n'ai plus quitté le MMA. J'étais très passionné du MMA. D'abord, un petit combattant avec une vingtaine de combats amateurs, une vingtaine de combattants professionnels, de combats professionnels, et puis à la suite, une carrière d'entraîneur avec quelques élèves assez connus dont j'ai eu l'honneur de partager les salles d'entraînement. Et puis bon, voilà. Question toute bête, mais tes parents, ils étaient pour que tu te mettes au sport de combat quand tu étais jeune? Non. Non, au début, c'est que moi j'arrive sur le sport de combat par nécessité parce que
je suis un peu un gentil gamin, mais qui s'est fait, on va dire, terroriser à l'école primaire déjà et puis au collège. J'étais quelqu'un d'assez timide, voilà, et c'était difficile. J'étais, comment dire, c'est quoi le mot qu'on emploie dans les écoles quand tu es brimé? Oui. J'étais un enfant brimé et puis finalement, mon papa décide de me faire un peu de sport de combat histoire de m'endurcir. Voilà comment ça se passe. Donc, il n'y avait pas une affaire d'accord ou de désaccord en soi, mais c'est juste que le désaccord a commencé quand je parlais du sport de haut niveau parce que eux, à la base, c'était juste pour me rendre un peu vaillant et me permettre de me défendre au cas où voilà. Et puis au final, je tombe amoureux du MMA et du sport de combat et j'ai envie d'en faire un peu plus à chaque fois. J'ai envie de devenir un compétiteur et ça, c'est pas dans le mode de fonctionnement de mes parents qui étaient des éducateurs. Euh, Leur vision n'était pas de... Enfin, le sport n'est pas un métier, quoi. Le sport, pour eux, à l'époque, c'était un loisir, c'était pas un métier. Donc, du coup, c'était, là, on verra après le bac. D'abord, tu fais tes études, on verra après le BTS, on verra bien après, tu vois. Mais parce que à l'époque, c'était pas un métier de faire du sport. Tu m'as dit que tu as fait un peu de rugby. Évidemment, j'ai creusé un petit peu et j'ai vu que ça s'était malheureusement arrêté pour toi à cause d'une grave blessure, c'est ça? Ça s'était arrêté, entre autres, à cause de ça, c'est-à-dire que l'une des plus grosses blessures que j'ai eues, effectivement, venait du rugby, c'était une hernie. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une hernie, c'est le long de la colonne, on a des petits disques qui sont entre chaque vertèbre et le fait qu'il y ait une compression de deux étages de vertèbres va appuyer sur le disque qui va faire une nucléose. Donc le disque va sortir de son axe et va aller pincer la moelle épinière avec un risque de section de moelle épinière et tout, et puis un gros risque une possibilité de tétraplégie dans le cas le plus grave. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter la lutte et le rugby pour me faire opérer les cervicales. Et voilà, donc c'est comme ça que j'arrête le rugby, mais je découvre un nouveau sport parce que je vais chercher à faire une lutte, une forme de lutte où je peux contrôler ce qui se passe. Et donc, on parle d'un sport, d'une lutte qui s'appelle le grappling, où je peux lutter même si je suis sur le dos. Où je peux, donc, du coup, j'élimine l'appréhension de la chute et tout ce qui est jeux brutaux, c'est-à-dire des mouvements balistiques que je ne peux pas contrôler. Et le grappling a cette forme de corde où on peut continuer à lutter, à chercher à se dominer physiquement, mais de manière contrôlée, douce et progressive, de façon à ce que si jamais je sens une contrainte sur mes cervicales, que je puisse taper. Et le 3 tapes, c'est le signe pour la personne d'arrêter de stopper son évolution sur le contrôle de mon corps. Et dans ce sport-là, je tombe amoureux de ça. Enfin, je prends l'initiative de faire ce sport-là parce que c'est une espèce de thérapie où je vais continuer à faire du sport, mais en évitant d'avoir des contraintes sur les cervicales que je crois encore à l'époque fragiles dues à l'opération. Mais il va s'avérer que de fil en aiguille, je découvre un sport qui est très efficace finalement où mon professeur a 68 kilos tout mouillé, moi j'en ai 95 et il va me dépouiller, il va me battre sur tous les femmes. Il va littéralement jouer avec mon corps malgré mon passif de lutteur et de rugbyman parce qu'il y a ce sport dont on parle qui a été découvert par Hélio Gracie, un Brésilien qui avait appris comment les petits pouvaient battre des grands avec des techniques, des connaissances biomécaniques sur le corps, des strangulations, des clés de bras, des machins. Voilà comment je découvre ce sport-là. Et à partir de là, je vais continuer à le faire tout le temps. Voilà.
Du coup, c'est un peu les plaquages et la mêlée qui t'ont un peu entraîné vers le grappling en quelque sorte. C'est ça, c'est que finalement, c'est un accident, certes, mais c'est parce qu'il y a eu le passage vers le rugby, qu'il y a eu une blessure contraignante qui m'a fait me poser la question sur qu'est-ce qu'il y avait comme alternative à pas faire le taekwondo, à pas faire de la lutte, à pas faire du judo, qu'est-ce que j'avais comme alternative. Et là, je découvre cette partie du sol qu'on appelle le grappling, qui est un peu comme le néo-waza pour le judo. Donc, c'est partie du judo au sol où on peut utiliser le kimono pour faire des étranglements ou même des clés de bras. Oui, voilà. De fil en aiguille, je tombe, j'arrive sur ça, quoi. J'arrive sur cette partie de sport-là. Je découvre ça grâce à mon échec sur le rugby, pas mon échec médical sur le rugby. Alors après, donc tu as fait cette carrière et tu t'es lancé dans le coaching. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à ça auparavant? Est-ce que tu te voyais déjà, genre j'ai fait ma carrière de sportif et je me lance dans le coaching après? Ou voilà, ça s'est fait de fil en aiguille? J'ai fait tout en parallèle dans le sens où, comme je n'avais plus la compétition de rugby et de lutte, je me mettais de l'autre côté de la compétition, donc en tant que coach de lutte, entraîneur de lutte. Comme ça, je restais auprès du tapis de lutte pendant que j'étais convalescent. Du coup, je me dis, bon, tant qu'à faire, puisque je le fais, il vaut mieux que j'apprenne à le faire, que j'apprenne à apprendre, que j'apprenne à enseigner plutôt. Et donc, je vais passer des diplômes pour être professeur de lutte. D'abord des diplômes fédéraux, ensuite des diplômes d'État, jusqu'au plus haut. Donc, ensuite, quand je me mets à faire le MMA, je vais chercher tous les sports qui sont des composantes du MMA. Moi, je définis le MMA comme le décathlon des arts martiaux. Donc, c'est un sport où il y a plusieurs disciplines avec des arts martiaux, des sports de combat modernes. Et donc, je vais devenir un coach de lutte, ensuite un coach de Muay Thai, ensuite un coach de jiu-jitsu brésilien, et je vais passer tous les diplômes de la base, les diplômes fédéraux jusqu'au diplôme d'État, au diplôme d'État supérieur, qui est le plus grand diplôme du ministère des Sports, dans chacun de ces domaines et comprendre comment ça fonctionne. Et puis, je vais aller faire un diplôme en préparation physique, je vais aller faire un diplôme complémentaire pour la diététique sportive, histoire de comprendre tout ce qui peut développer l'écosystème, puisqu'à l'époque, il y avait un vide juridique sur le droit, enfin, ce qu'on appelle l'obligation de qualification. L'article L212 du Code du sport a une obligation de qualification pour tous les sports. Si tu veux enseigner une discipline sportive, tu dois avoir un diplôme dans cette discipline sportive. Mais il y avait un vide puisque le MMA n'était ni interdit ni reconnu comme sport. Et donc, du coup, il n'y avait pas de qualification. N'importe qui pouvait enseigner de manière sauvage le MMA. Et donc, du coup, pour pouvoir le faire, même s'il n'y avait pas de texte, je complète un certain nombre d'enseignements autour de ces sports de combat pour être qualifié. D'accord. Et aujourd'hui, alors, tu es, pardon, l'entraîneur de multiples champions. Comment on passe de simple coach, voilà, j'entraîne dans ma salle, etc., à entraîneur de combattants pros qui veulent devenir champions du monde, par exemple? Est-ce que c'est aussi simple ou... C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il n'y a aucun miracle dessus, il n'y a aucun truc très compliqué, sincèrement. Je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé en mode je veux devenir entraîneur des athlètes de haut niveau. Ma réflexion était celle-ci. Je suis entraîneur, je vois que j'entraîne des enfants et je veux que mes enfants soient meilleurs. J'entraîne des ados, je veux qu'ils soient meilleurs. J'entraîne des pré-ados. Et là, quand je commence à entraîner des adultes, je veux qu'ils soient meilleurs, qu'ils aient une meilleure connaissance technique, une bonne connaissance technique, une meilleure condition physique, qu'ils soient capables de performer, puisqu'on commence à attaquer la performance
Et donc, je vais aller chercher juste à comprendre les facteurs de performance. C'est aussi simple que ça, c'est que je ne me prends pas la tête et je veux juste logiquement comprendre quels sont les éléments qui vont faire que le gars performe. Et donc, je vais aller chercher les grosses problématiques et je vais les résoudre. Le principe, vraiment, ce que je pose le problème. Ensuite, je trouve un principe d'action. Concrètement, j'ai ce jeune-là qui est un bon striker, il boxe bien, mais à chaque fois, il s'est fait amener au sol. Comment je peux résoudre son problème? Et je vais me poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est se remettre en question soi-même. Parce que dans l'idée de l'art martial à l'ancienne, si l'élève ne réussit pas, c'est parce qu'il est bête et qu'il n'est pas intelligent et qu'il est con et que le professeur a toujours raison. Donc, du coup, on ne se pose pas les questions. Sauf que sur les sports modernes, déjà, l'adhérent devient un client qu'il faut satisfaire. Donc, il a des attentes, il faut le satisfaire. La deuxième des choses, c'est que je vais me poser la question, si ce mec qui est un boxeur continue à tomber alors que je lui explique comment boxer sans tomber, peut-être que je ne lui ai pas bien expliqué, peut-être que ma manière de communiquer n'est pas bonne. Je vais comprendre comment on fait pour communiquer à des élèves. Ah, ok. Le biais de la communication, c'est qu'il y a des canaux, il y a des chaînes. Et puis, je vais comprendre et je vais me dire, ok, j'ai lu des trucs où on dit, ok, pour enseigner, il y a des personnes, 80% de la planète, qui sont câblées sur le canal visuel. Et puis, il y a les autres qui sont câblés sur l'auditif. Donc, ils t'écoutent, ils entendent ce que tu dis et puis ils apprennent. Et puis, il y a d'autres qui sont câblés sur le kinesthésie. Ils ont besoin de toucher, de sentir, de faire la technique. Et donc, j'ai ces trois canaux qui sont les principaux et je vais m'appliquer pour essayer de communiquer dessus mieux. Ensuite, je vais aller étudier et comprendre qu'il y a des personnes qui sont analytiques, il y a des personnes qui sont globales, il y a des personnes qui ont besoin d'écouter ce que tu dis et de regarder ce que tu dis en technique globale. Et il y a des personnes qui ont besoin que tu séquences toutes les techniques et qui voient les détails de chaque technique pour apprendre. Et donc, du coup, quand tu as ces chaînes, ces canaux, tu utilises tout un arrosage automatique pour pouvoir communiquer mieux. Et donc, tu te dis, bon, le gars, maintenant qu'il a mieux compris ce que je dis, s'il tombe encore, alors que je lui ai appris comment ne pas tomber, ça veut dire que ma technique que je lui ai donnée pour ne pas tomber, elle n'est pas forcément bonne. Donc, il faut que je la réexplique. Puisque le but, c'est le facteur de performance, enfin, la performance sportive est au centre de mon écosystème d'apprentissage. J'essaie d'enseigner de manière systémique. C'est tout un système de développement. Je vais enseigner pas juste pour développer la force, pas juste pour développer la technique, pas juste pour développer le mental, je veux développer tout ensemble. Et au centre de ça, l'essentiel, c'est la performance. Et pour que j'y arrive, je me mets à avoir des principes d'action où je dis, OK, je me suis rendu compte que à chaque fois, quand je mets un striker qui va être avec un lutteur et que le gars va apprendre à défendre la lutte, tôt ou tard, il va tomber. C'est une question de temps, il va tomber. Et je vais me dire, bon, je vais choisir une méthode pour qu'il ne tombe pas. Pour qu'il y ait de la lutte, pour qu'il y ait une projection, il faut qu'il y ait un contrôle de mon corps sur ton corps. Il faut que je puisse appliquer une saisie sur ta main. Et de la saisie, je vais faire un contrôle. Un contrôle, c'est une saisie renforcée. Et de là, j'ai un point d'ancrage où je peux te faire tomber. Je peux créer un déséquilibre. Je peux rompre l'équilibre et tu vas tomber à un moment donné. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à celui qui est striker, OK, moi, j'invente un truc et je me dis, essayons de faire un truc où tu le touches et tu bouges. Tu touches sans te faire toucher. Et on voit si ça marche. Et puis, je m'en rends compte, tiens, ça marche. Je touche et quand il veut lutter, je ne suis pas là pour lutter. Si j'élimine le problème de la lutte, voilà. Donc, c'est assez bête, comme je vous dis. Il n'y a pas un truc où on dit, bah tiens, dès que tu passes ce cap-là, je deviens l'entraîneur des champions. C'est juste que tu résous les problèmes progressivement et à force de résoudre des problèmes, tu as des solutions de plusieurs problèmes.
Et un jour, tu te retrouves à avoir de la performance parce que les gars commencent à performer et que tu es dans la recherche de la résolution de problèmes. Et donc, du coup, voilà, concrètement, c'est ce que je pense. Hein. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors, tu as lancé donc la Factory, la MMA Factory, il y a quelques années. Quand on veut venir à la Factory, une personne lambda ou un champion, on vient, on pousse la porte, on dit qu'on veut s'entraîner. Comment ça se passe? Hommes, femmes, tout le monde peut venir? Absolument. Ça, c'est l'un de nos axes principaux au MMA Factory, c'est que on, est, on, on développe le sport, l'APS complètement, l'activité physique et sportive. L'idée n'est pas de se concentrer sur la performance. Finalement, il n'y a que 10% des personnes pratiquant le MMA, même pas moins de 10% qui font de la compétition sportive. Le reste, ce sont des sédentaires, ce sont des débutants, ce sont des personnes qui viennent pour lutter contre l'obésité, qui viennent pour lutter contre le stress, qui apprennent à se défendre. Vraiment, 90% des pratiquants de MMA, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aujourd'hui une vingtaine d'entraîneurs qualifiés, diplômés d'État, qui ont la compétence de pouvoir s'adapter à tout le public. Ce n'est pas le public qui s'adapte au professeur, c'est le professeur qui s'adapte au public. Quand on reçoit un public jeune, on sait on connaît les contraintes mécaniques de ces jeunes, on sait que leur volonté, c'est de jouer dans un premier temps. Quand on parle de la petite enfance, ils ont besoin de faire, ce qu'on fait du MMA Kids, ils ont besoin qu'il y ait de la notion la notion ludique dans ce qu'ils font. Ils ont besoin, on sait que psychologiquement, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est juste, le nombre de comptage de points, le comptage de machins qui soit organisé. Quand on reçoit une personne du troisième âge, on sait que psychologiquement, elle a besoin de la socialisation parce qu'elle est certainement à la retraite et qu'elle va vous demander, elle va vous dire spontanément, ah, il fait beau aujourd'hui et que vous ne pouvez pas l'envoyer bouler, il faut faire cette conversation avec elle parce que c'est ce qu'elle vient chercher. Et puis, on a des personnes, et puis physiquement, on sait qu'elles sont assujetties à de l'ostéoporose, à des maladies cardiaques, il faut adapter la pédagogie. De la même manière, avec des jeunes qui viennent découvrir la discipline, on aura un système de progression où il y a des entraîneurs qui enseignent chez les amateurs, qui vont faire de la détection, qui vont les entraîner, qui vont les guider les premiers pas. Et très rapidement, dès qu'on voit qu'on décèle des choses exceptionnelles chez ces personnes, on les envoie à l'étape supérieure. Et chez les semi-pros, on les envoie à l'étape supérieure chez les professionnels. Et voilà comment le bout de l'iceberg va devenir des compétiteurs de haut niveau. Mais voilà, on est une salle de sport où on développe complètement les APFs, dans les activités physiques sportives sur le grappling, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, la boxe anglaise, le muay thai, le krav maga. Il y a voilà, tous ces sports qui viennent inspirer le MMA, on les a et puis on fait aussi de la remise en forme et de la préparation physique. Donc, tout le monde a accès et tout le monde a sa place au MMA Factory. Bien entendu, on respecte les valeurs républicaines avec l'équité homme-femme et tout ce fonctionnement qu'attend de nous le ministère des Sports. Donc, oui, tout le monde est bienvenu et tout le monde, on sait comment entraîner tous les publics au MMA Factory. Ouais, du coup, le MMA est vraiment devenu un sport, je vais dire une bêtise, mais c'est comme du foot, etc. Tu viens prendre ta licence et au début, si tu veux commencer quand tu es jeune, tout simplement pour faire du sport, entre guillemets, et ensuite, si on décèle en toi quelque chose d'incroyable, tu peux devenir pro. Sinon, à côté de ça, je ne vais pas dire du loisir, mais voilà, tu peux continuer à venir t'entraîner comme il faut, c'est ça. Absolument. Le MMA est dorénavant un sport mainstream. À partir du moment où la personne la plus représentante du gouvernement l'a reconnu, c'est comme ça. C'est que le ministre des Sports déclare que c'est un sport, ça devient un sport. À partir de ce moment, c'est une discipline sportive qui est encadrée, qui a un code, qui a des règles, qui est bien organisée. Et c'est l'essentiel. C'est absolument l'essentiel. Aujourd'hui, on vit une ère où il y a un directeur sport, où les parents arrivent avec des jeunes
qui savent ce qu'ils veulent faire, qui disent qu'ils veulent faire du MMA. Et donc, on va recevoir, on a des enfants qui commencent à 4 ans, on a des préados, des adolescents, on a des adultes, on a des loisirs, des confirmés, des sportifs de haut niveau. C'est une discipline sportive, c'est la Fédération française de boxe avec l'entité de la FMMAF a pour mission de développer la pratique de masse de ce sport. Alors, Fernand, si je t'ai aussi pour ce podcast, cette interview, c'est aussi parce que tu vas être au centre de l'actu début septembre. Tu vas être l'homme dont on va parler parce que vendredi 2 septembre, on a Ares Fighting qui est, on va en parler, qui est la ligue française de MMA que tu as créée. Et le lendemain, on a la première édition de l'UFC à Paris. La grande ligue prestigieuse de MMA, la ligue américaine. Déjà, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un enchaînement comme ça de, entre guillemets, ta ligue et le lendemain de la plus prestigieuse à Paris? C'est un honneur. Notre date à la base, la date de Ares, était prévue en octobre, le 8 octobre de mémoire, je crois. Et finalement, on a dû l'avancer sous la demande de nos partenaires. On va dire aujourd'hui, on a une relation de partenaire avec l'UFC. Ils nous ont demandé d'avancer notre date et de la placer le 2 septembre, la veille de l'UFC, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un fan experience, de pouvoir recevoir des personnes venues d'un peu partout l'Europe, de toute la France, qui viennent regarder l'UFC le 3 septembre, et pour pousser ces personnes à prendre tout un week-end d'expérience en se disant, bon, j'arrive la veille, j'ai la pesée d'Ares, le lendemain, j'ai la pesée de l'UFC, en après-midi, en soirée, j'ai Ares qui arrive avec 2 gros combats pour le titre d'Ares avec un main event Tekena versus Ivana, 2 jeunes filles qui sont vaincues. Tekena, c'est une Française qui aura besoin de votre soutien. Elle défie les lois de la science. Elle est diabétique, elle est asthmatique. Et elle gagne tous ses combats par KO de manière très violente. Et donc, elle combattra pour le titre mondial de flyweight chez Ares. Ensuite, après elle, avant son combat, il y a le match des poids lourds entre Azamat de l'Ouzbékistan contre le franco-tunisien Slim Trabelsi, qui font un gros combat. Pareil, ce sont des combattants invaincus. Azamat a 12 combats et 0 défaite. Slim Trabelsi a 4 combats et 0 défaite. Les deux vont s'affronter et l'un d'entre eux connaîtra la défaite ce jour-là. Et donc, après, il y a une très belle facade. Vous pouvez regarder sur l'Instagram ou le Twitter, le compte Instagram, le compte Twitter d'Ares ou même Facebook. Et vous aurez toutes les informations sur cette facade avec des places en vente qui sont encore disponibles. Il y a quelques places encore disponibles. Et dans les places, il y a une espèce de loterie où il y a encore une cinquantaine de places cachées, des places de l'UFC. Donc, en achetant une place de Ares, vous pouvez tomber sur une place qui est jumelée à une place offerte de l'UFC carrément. Et puis le lendemain, vous avez le gros événement, le coup du spectacle avec l'UFC à Paris, avec bien entendu des éléments du MMA Factory comme Cyril Gane en tête d'affiche, Nassoudine Imavov en deuxième common event. En tout cas, aujourd'hui, voilà ce que va présenter ce week-end-là qui va être chaud. Et donc, je suis très honoré de faire partie de ce projet-là, de ce développement du MMA de manière exponentielle avec tous ces médias. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être là en train de discuter avec CNews par le biais de Saïd. Ça montre juste combien de fois le MMA a évolué sur le territoire français. Et merci encore pour ce que tu fais. Et puis, ma foi, voilà, je suis content, honoré. Je me disais que l'UFC arrivera en France
un jour, mais que ce sont mes petits-fils qui en profiteraient, et j'y suis. Il y aura l'UFC à 5 minutes à pied de notre salle de sport dans le 12e arrondissement, et je serai en train de coacher les élèves à moi sur cet événement-là, et la veille, j'aurai organisé mon événement à moi aussi. Un événement d'ailleurs qui est l'antichambre de l'UFC dans le sens où Nassourdine Imavov ou Taylor la police qui vont combattre là sur l'UFC ont combattu sur AS et voilà, on est un incubateur de champions et c'est une bonne chose. Justement, j'imagine que ce week-end va permettre aussi de booster la pratique et les adhérents de MMA en France. Absolument, c'est comme ça passe dans toutes les disciplines. Quand il y a la Coupe du Monde en 98, ensuite on sait qu'il y a un gros boom de licences à la fédération. Quand il y a le tournoi de la ville de Paris de judo, on sait que derrière ça, il y a une augmentation exponentielle du nombre de licenciés. Quand il y a le tournoi de Roland Garros, on sait que le nombre de licenciés s'envole. Sur le tennis, c'est le même principe. On va bénéficier, au lendemain du 3 septembre, on va bénéficier d'une visibilité, une exposition sans pareil sur le MMA sur le territoire français. Et c'est bien, c'est une bonne chose pour les télévisions, pour les sponsors, pour les athlètes, pour tout ce qui va avec, c'est une bonne chose. Alors, on sera au Ares 8, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, il y a eu la toute première édition qui avait eu lieu en Afrique. Est-ce que tu comptes y retourner un jour? Parce que je sais que l'Afrique, forcément, on en parle en début avec le Cameroun, c'est quelque chose qui est en toi. Est-ce que Ares a vocation à retourner en Afrique et même, pourquoi pas, après, ensuite, aller à l'étranger, ailleurs? Absolument. Ares a l'intention de repartir en Afrique, mais pas tout de suite. L'Afrique vient à nous de toutes les façons. De manière générale, sur les événements d'Ares, il y a un quota d'Africains qui combattent dessus. Je viens parler du franco-tunisien, Slim Traversy qui reprend aussi la Tunisie. Sur cette FICAD, il y a pas mal de jeunes Africains. Sur Ares 9, par exemple, il y a un Sud-Africain carrément. Mais voilà, on a aujourd'hui, avec les restrictions de la pandémie, réduit les déplacements parce que ça nous coûte le double d'aller organiser à l'étranger et on prend beaucoup de risques d'annulation en fonction des pays et des secteurs, avec une complication des déplacements. Dès que ces problèmes sont résolus et que c'est clair, que c'est un peu plus clair et plus qu'on a de la visibilité sur la possibilité de déplacement des pays en pays, on va recommencer l'international et notamment l'Afrique. Est-ce que les combattants français, le combattant français est amené à régner sur la planète MMA? Parce que le grand public peut-être ne le sait pas, mais on a un vivier incroyable en France. Absolument. Alors, c'est cyclique, ça prend des fois des décennies, parce qu'il y a un pays qui monte à la tête et qui devient, à un moment donné, on a eu une demi-douzaine de Brésiliens champions du monde, on a eu une dizaine d'Américains champions du monde, on a eu voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut déjà qu'on ait un, deux champions. On a eu un champion intérimaire, mais ce n'est pas encore champion, tout court. Et je pense que dans une dizaine d'années, on pourra avoir le MMA français sur le cœur du monde. On est le dernier pays à avoir connu la reconnaissance, à avoir eu la reconnaissance du MMA. Et quand vous êtes le dernier pays à avoir eu la reconnaissance du MMA et que vous avez 20 000 places qui se vendent en 5 minutes, rendez-vous compte, 20 000 places se sont vendues en moins de 10 minutes. Ça vous dit un peu l'engouement qui se passe quand vous avez Manon Fiorot qui est dans le top 15 de l'UFC, quand vous avez Nassourdine Imavov dans le top 15 de l'UFC, quand vous avez Cyril Gane qui a déjà été numéro 1 dans sa catégorie, qui l'est encore d'ailleurs, qui est numéro 1 dans sa catégorie derrière le champion Passingani.
Francis Ngannou, qui a été formé complètement sur le territoire français avant d'aller faire le deuxième round de sa ceinture à l'UFC, mais il est passé de zéro jusqu'au titre mondial de l'UFC, étant formé au MMA Factory sur le territoire français. On peut dire sans risque de se tromper qu'à un moment donné, la France va régner sur l'OMMA à un moment donné. Je ne sais pas encore quand, c'est cyclique, mais l'autre cycle arrive. Est-ce que, c'est une question bête, mais est-ce qu'il y a des compétitions interclubs? Alors, on parlait du MMA comme un peu le foot avec les licences, mais est-ce que, par exemple, entre clubs français, vous vous rencontrez, où il y a des projets, j'en sais rien, est-ce que ça, voilà, comment ça se passe? Il y a déjà eu ça à l'époque, le collègue de la promotion H Production, Stéphane Chauffrier, avait organisé 2 fois une compétition qui s'appelait la Superior League. Et d'ailleurs, le MMA Factory, appelé à l'époque Crossfight, a gagné. J'ai eu l'honneur de coacher les 2 équipes qui ont gagné. La première édition a été gagnée par la FFA, Free Fight Academy. C'était le club de mon professeur. C'est le club de mon professeur Mathieu Nico. Et moi, j'étais un coach dans cette team. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième édition qui a été gagnée par le CrossFight, ma nouvelle team à l'époque, qui est devenue ensuite le MMA Factory. Donc, il y a déjà eu des petites formules comme ça où on fait des compétitions par club qui s'affrontent. Et ce sont comment dire, des bons formats qui permettent de faire tourner un maximum de personnes par équipe et aussi d'apporter une concurrence saine entre les équipes. Avant de poser, j'avais 3-4 questions assez décontractes pour finir après. J'ai totalement oublié de te poser cette question tout à l'heure. Au niveau des combattants professionnels, comment ça se passe quand tu as un combattant professionnel, tu le mets dans une ligue? Est-ce que c'est lui qui va choisir une ligue? Alors, juste pour expliquer rapidement, j'ai parlé de l'UFC, on a le Bellator, Cage Warriors, etc. Enfin voilà. Est-ce que c'est toi qui choisis en tant que coach quelle ligue où il va combattre, ou est-ce que c'est lui qui combat? Comment ça se passe pour un combattant? Ça dépend toujours ce sont des représentants du combattant qui vont choisir. Alors, quand je dis représentant, si vous êtes si c'est une petite salle de sport, le coach, il représente le combattant, il a un peu plus d'expérience, il va choisir s'il a le choix, parce qu'on n'a pas toujours le choix. Si on n'est pas très bon, on n'a même pas le choix, on prend la compétition qu'ils nous ont offerte. Si on a déjà un bon niveau, le coach va choisir. Si vous êtes si vous êtes une salle de sport où vous développez, vous avez un manager. Donc l'agent, le manager va choisir la compétition. Et puis, mais tout ça sont les représentants de l'athlète. C'est l'athlète infini qui est le maître à bord et qui a un agent qui va défendre ses intérêts, qui a un entraîneur qui va l'entraîner, et ainsi de suite. Ok. Alors là, j'avais des petites questions assez drôles, assez décontractes, parce que je sais que toi et le cinéma, c'est quelque chose. Il y a quelques années, tu avais cité des hommes d'honneur comme une de tes références au cinéma. Pourquoi il ne faut pas passer à côté de ce film? Ah oui, je me rappelle. Oui, pour le coup, je suis impressionné. Pour le coup, c'est le film qui porte le mieux son nom en français. Les hommes d'honneur, ce film-là n'a que des hommes d'honneur. Homme avec grand H, parce qu'il y a même des numéros dans le film, qui est un homme d'honneur dans le film. Dans le sens où chacun dans son rôle, Tom Cruise, Jack Nicholson, chacun, les petits soldats, chacun dans son rôle est un homme d'honneur et va porter son honneur jusqu'au bout, y compris quand il y a des conséquences désastreuses. J'aime beaucoup ce côté d'honneur. J'aime l'idée d'être un homme d'honneur. Je me considère comme étant un homme d'honneur. J'aime et ce film-là m'a marqué parce que ce qui me passionne dans le cinéma, ce sont les dialogues aussi. Et les dialogues de ces films sont impressionnants. C'est la plaidoirie au tribunal, c'est savement mené. Le wording est parfait. J'aime beaucoup. Ce film-là, il est
intemporel. Je l'ai encore regardé je crois une semaine, je l'ai regardé, ça doit faire la 30e fois que je le regarde. J'ai appris que tu étais fan de Jean-Claude Van Damme. Oui, qui de ma génération n'a pas été fan de Jean-Claude Van Damme? Alors, c'est quoi? C'est ses combats ou c'est ses phrases? Non, plutôt ces combats. À l'époque, on ne l'entendait même pas beaucoup en discours. À l'époque où j'étais fan de Lyon, je ne savais pas encore ce qu'il donnait dans la vraie vie. Je ne savais pas, voilà, mais c'est juste que bon, j'ai regardé Double Impact, ces films, enfin, j'ai regardé la plupart de ces films et, et j'aimais bien sportivement, martialement parlant. Il était dans les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le MMA, avec des films qui tournaient toujours autour du fantasme des combats underground. Et donc, oui, il a beaucoup bercé ce qui est le sport de combat de ma génération. T'as tapé dans un arbre avec ton pied? Non, sur un bananier, parce que l'arbre, c'est très dur. En gros, le bananier, c'est archi facile. Donc, plus jeune au Cameroun, les bananiers de chez nous, je les détruis avec des jambes. Mais c'est facile parce que c'est tout mou. Ouais, voilà. Est-ce que tu as rencontré Tangpo? Non, j'ai jamais rencontré Tampo, non. Très impressionnant, pareil, physique de bodybuilder asiatique, c'est effrayant. Euh, j'ai aussi appris que tu avais fait un peu de cours Florent, c'est ça? Oui. Donc on va te Ouais. voir bientôt au cinéma après Bon, non, je suis un mauvais acteur, je suis juste un passionné, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup. Enfin, le cinéma reste ma plus grande détente. C'est-à-dire que mon plus gros loisir, celui qui m'évade complètement, c'est le cinéma. Jusqu'à présent, je regarde un film avec une naïveté incroyable. C'est que je me laisse transporter complètement, je crois à toutes les scènes que je vois, je plonge complètement dans le scénario, je m'imagine et je me mets dans les jambes de l'acteur, des acteurs et donc du coup j'admire beaucoup l'acting, comment ça se passe et les performances. Enfin, je regarde le film et je me dis, à la fin du film, je me dis, mais comment il a fait pour faire que ce soit aussi réaliste alors qu'il devait juste faire de l'acting. Donc oui, je suis un grand fan de cinéma. Du coup, on pourra pas te voir au cinéma avec Conor McGregor qui s'est lancé là. Non, je n'ai pas de compétences de pouvoir être à côté de lui, mais j'espère qu'il va faire une belle carrière au cinéma. C'est une bonne chose parce que du coup, c'est ce genre d'actions qui vont rendre encore le MMA beaucoup plus mainstream parce qu'on a connu un Conor McGregor qui est devenu le numéro 1 du classement du magazine Forbes des fortunes sur le sport euh, parce qu'il avait des à côté au sport qui lui ont apporté pas mal d'argent. Aujourd'hui, le voir aller sur le cinéma va pousser de personnes qui ne connaissaient pas du tout le MMA, qui ne connaissaient pas du tout le sport, à connaître cet acteur, à les fouiller, à comprendre ce que cet acteur faisait. Et on va découvrir c'est quoi le métier de MMA. Et donc, c'est encore un pas vers la reconnaissance du MMA à une échelle beaucoup plus grande. C'est quoi l'après MMA pour Fernand Lopez? L'après-MMA pour Fernand Lopez, c'est non, c'est juste la famille. Je n'ai pas autre chose qui me passionne et qui m'intéresse comme le MMA et la famille. Donc, dès que j'ai un peu de temps, qu'il me reste un peu de temps, à chaque fois que j'ai une ouverture, je me regroupe, je me retrouve en famille et je passe des bons moments avec ceux que j'aime. Donc, je pense que l'après MMA, ce sera autour de ma famille. Fernand, merci beaucoup. C'était top. Un plaisir, merci à toi. À bientôt. Yes, à bientôt Saïd, merci, au Merci revoir. Fernand. Voilà, j'espère que cet épisode et cette interview de Fernand Lopez vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. Rendez-vous sur les réseaux sociaux également. Et surtout, à très bientôt dans l'arène.